C'est un rachat historique qui va changer beaucoup de choses. Netflix va acquérir le studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery, un studio derrière aussi la plateforme HBO Max, mais surtout un catalogue de films absolument immense. Alors qu'est-ce que ça va changer, tant pour vous que d'un point de vue économique? On va essayer d'analyser cette transaction historique. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast audio. Et au passage, pour ceux qui regardent sur YouTube, ce sera donc en voix off aujourd'hui et demain. Je me suis permis d'être en télétravail aujourd'hui et je suis en train d'installer une caméra chez moi pour pouvoir tourner facilement avec la caméra, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc ça devrait pas tarder. Alors ça faisait plusieurs mois que la rumeur circulait, le studio Warner Bros, l'un des plus grands studios hollywoodiens qui possède d'importantes licences comme Harry Potter, DC Universe, Dune ou encore Le Seigneur des Anneaux, est officiellement en vente depuis le mois d'octobre, et la raison c'est qu'il a été, comme le reste d'Hollywood, fortement impacté par l'évolution des médias et l'arrivée aussi du streaming. Alors il y a de nombreuses dettes aussi qui ont également poussé ses dirigeants à devoir vendre l'entreprise, et donc depuis l'annonce de sa mise en vente à la rentrée, plusieurs acheteurs potentiels se sont penchés sur le sujet. Il y avait Paramount ou encore l'opérateur américain Comcast qui était en lice pour le rachat, mais finalement c'est donc Netflix qui semble avoir proposé l'offre la plus élevée. Netflix compte donc racheter le studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars, et oui, c'est pas à portée de tout le monde. Ça a donc été annoncé dans un communiqué par les deux entreprises, et c'est assez majeur puisque c'est la plus grosse opération de consolidation, donc de rapprochement entre acteurs du domaine. Le dernier rachat en date, c'était le rachat de la Fox par Disney en 2019, et à l'époque c'était déjà un montant relativement élevé puisqu'on parlait de 71 milliards de dollars. Mais alors qu'est-ce que ce rachat pourrait changer concrètement? Bon, déjà ce qu'il faut noter, c'est que cette acquisition, elle va faire basculer Netflix d'une plateforme de streaming à un véritable conglomérat hollywoodien. Netflix va donc récupérer des studios de tournage, des franchises et tout le catalogue de la Warner. L'impact le plus visible, évidemment pour vous, ce sera forcément dans l'offre de contenu si vous êtes abonné à Netflix. En effet, en absorbant Warner et HBO, Netflix va récupérer un catalogue absolument massif. La plateforme aura des films, des classiques du studio, des séries événements, des documentaires, des franchises mondiales. Parmi elles, on retrouve Succession, qui est au passage l'une des meilleures séries de l'histoire en toute objectivité, mais ça c'est un autre sujet. Mais il y a aussi Game of Thrones, Euphoria, The White Lotus ou encore la future série Harry Potter qui appartiendront désormais à Netflix, comme d'ailleurs les autres films Harry Potter. La plateforme devrait aussi récupérer les droits de Friends ou encore des Sopranos. Alors maintenant, il y a des incertitudes extrêmement importantes et même des inquiétudes chez certains. La première inquiétude, c'est l'évolution de la plateforme. Alors l'aspect positif, les abonnés à Netflix peuvent imaginer que potentiellement tout cela sera disponible sur Netflix et que en l'occurrence, il n'y aura pas de hausse de prix, mais ça c'est une hypothèse, on va dire que c'est l'hypothèse la plus optimiste. La réalité, c'est que pour l'instant, on n'en sait rien. Est-ce que tout va être intégré à Netflix? Est-ce que ce sera une offre à part pour accéder au catalogue de HBO? Est-ce que les prix vont augmenter pour tout le monde pour compenser ce rachat? Aujourd'hui, disons les choses factuellement, on n'en sait rien. Autre question, autre interrogation qui se pose, est-ce que Netflix va toucher également à l'avenir du grand écran? Quand je dis grand écran ici, c'est pas une grande télévision, je parle bien du cinéma. En effet, la Warner, c'est évidemment un producteur historique dans le cinéma, avec ses studios de tournage qu'on a pu évoquer. Et donc la question, c'est de voir si Netflix va continuer à développer vraiment du cinéma, ou s'ils vont davantage se concentrer au fil des années vraiment sur le petit écran en quelque sorte, et sur la télévision ou sur les smartphones. Cela dit, sur ce point-là, selon le New York Times, Netflix a promis de maintenir la sortie dans les salles de cinéma des films de la Warner, donc a priori dans l'immédiat, il devrait pas y avoir de grands changements. Ce qui est sûr donc, c'est qu'en termes de marché, ça bouleverse vraiment l'équilibre concurrentiel du streaming, puisque HBO Max, c'était quand même une grosse plateforme, alors c'est pas aussi gros que Prime Video ou encore Netflix, mais tout de même c'est une grande plateforme. Là, il y aura d'une façon ou d'une autre une forme de fusion, et c'est là d'ailleurs l'une des interrogations aussi du côté des autorités de régulation de la concurrence. En fait, en cumulant Netflix plus Warner plus HBO, l'entreprise contrôlerait une part importante des œuvres grand public en série et en film, et forcément les questions liées au monopole, etc., même si là c'est pas un monopole, mais les questions liées à ce rapprochement peuvent se poser. D'ailleurs, ces derniers jours, plusieurs grandes personnalités du cinéma américain, comme le réalisateur James Cameron, à qui on doit notamment évidemment Avatar ou encore Titanic, s'étaient opposés au rachat par Netflix de Warner. La crainte en fait chez certains, c'est que ça concentre trop de pouvoir et que ça nuise à la diversité des créations aux salles de cinéma ou encore à la liberté artistique. Et je me permets au passage de l'évoquer puisque on parle ici de James Cameron. J'ai eu la chance de l'interviewer cette semaine à l'occasion de son passage à Paris pour la sortie du dernier Avatar. Ça a donné une interview passionnante. On aborde plein de sujets, y compris la question de l'impact de l'IA, mais plein d'autres choses en fait absolument passionnantes. Ce sera disponible sur Instagram en format court ou alors en podcast audio la semaine prochaine a priori. Donc voilà, je me permets de vous en parler dès maintenant. J'ai très hâte que vous puissiez découvrir tout ça. Bref, dans tous les cas, le rachat donc de la Warner est a priori programmé pour la fin 2026 ou mi-2027.
2027. La seule chose qui pourrait arrêter ce rachat aujourd'hui, c'est les autorités de régulation et de concurrence donc qui dépendent du gouvernement américain. On va voir donc quelles sont les réactions et ce qui sera dit là-dessus. Mais dans tous les cas, ça me semblait très intéressant d'analyser tout ça aujourd'hui. Allez, je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Emmanuel Macron a achevé ce vendredi sa visite en Chine sans obtenir de concessions politiques, notamment au sujet de la guerre en Ukraine. Le président français avait pourtant demandé à son homologue chinois Xi Jinping d'utiliser, je cite, son influence sur la Russie, l'un de ses alliés, pour tenter de mettre fin au conflit et de corriger les déséquilibres commerciaux avec la France et l'Union européenne. Si Xi Jinping s'est dit prêt, je cite, à soutenir tous les efforts de paix, finalement cette rencontre aura surtout servi à maintenir le dialogue entre les deux pays et à défendre les intérêts économiques français sans résultat politique sur la guerre en Ukraine. Et d'ailleurs, en parlant d'échanges entre la France et la Chine, de nouveaux pandas seront envoyés en France début 2027 au plus tard au zoo de Beauval, selon Rodolphe Delors, le directeur du zoo qui est situé dans le Loir-et-Cher. Beauval est le seul zoo en France à accueillir ces animaux. Pendant 13 ans d'ailleurs, l'établissement a notamment accueilli le célèbre couple de pandas Wanwan et Yuanzi qui sont retournés en Chine au mois de novembre pour terminer leur vie. Il faut savoir que l'accueil de ces pandas a aussi un caractère diplomatique. Depuis le 7e siècle, la Chine utilise les pandas géants comme symbole pour établir ou renforcer ses relations internationales. Deuxième actu, le président du Rwanda, Paul Kagame, et son homologue congolais, Félix Tshisekedi, ont signé un accord de paix ce jeudi à Washington DC aux États-Unis, alors que des combats se déroulent dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis plusieurs jours, des affrontements ont lieu entre la milice armée M23, qui est soutenue par le Rwanda, et l'armée congolaise, aidée par des milices dans la province du Sud Kivu, en RDC. Ils s'accusent régulièrement de violer le cessez-le-feu qu'ils se sont engagés à respecter dans le cadre d'une médiation menée par le Qatar à Doha en juillet dernier. Ce conflit armé entre le Rwanda et la RDC dure depuis 30 ans. Il a entraîné le déplacement de centaines de milliers de personnes et provoqué une grave crise humanitaire selon Le Monde. Et donc très concrètement, cet accord promet un arrêt des combats avec l'instauration d'un cessez-le-feu, un programme de désarmement, un processus de retour des personnes déplacées et des mesures contre les responsables selon le président des États-Unis Donald Trump. Il comporte également une dimension économique puisque les États-Unis se sont mis d'accord avec les deux pays sur l'exploitation de minerais stratégiques indispensables aux industries de pointe et dont la République démocratique du Congo regorge particulièrement. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Troisième actu, au Venezuela, un pays d'Amérique du Sud, les compagnies aériennes étrangères ont décidé de suspendre leurs vols en raison des risques liés au déploiement militaire américain dans la mer des Caraïbes. Ça fait suite à un avertissement émis par la FAA, le régulateur aéronautique américain, qui recommandait aux pilotes de, je cite, faire preuve d'une extrême prudence à cause de la dégradation de la situation sécuritaire au Venezuela et dans ses environs. En fait, ça fait quelques semaines que les États-Unis ont intensifié leur lutte contre le trafic de drogue dans les Caraïbes avec le déploiement de navires de guerre ordonnés par Donald Trump. Depuis septembre, près de 20 embarcations de narcotrafiquants ont été frappées, principalement en mer des Caraïbes, faisant 87 morts, dont 4 lors d'une attaque récente dans le Pacifique. Ces attaques sont considérées comme contraires au droit international selon l'ONU, d'autant plus que les militaires américains n'ont fourni aucune preuve que les embarcations visées transportaient réellement des trafiquants. Alors en réaction à cette annonce des compagnies aériennes, le Venezuela les a accusés de, je cite, se joindre aux actions de terrorisme d'État des États-Unis et a retiré leur permis d'exploitation. À noter que les vols de migrants expulsés par les États-Unis vers le Venezuela, eux, se poursuivent. Quatrième actu, 13 grandes marques de luxe, dont Gucci, Versace et Yves Saint Laurent, sont soupçonnées par la justice italienne d'avoir fait fabriquer des sacs, portefeuilles et vêtements dans des ateliers exploitant, je cite, de la main-d'œuvre chinoise. Sont concernées également les marques Givenchy, Prada, Dolce Gabbana, Off-White, Ferragamo, Pinko, Alexander McQueen, Missoni, Coccinelle ou encore Adidas. Ces marques sont accusées de faire appel en Italie à des sous-traitants qui exploitent des ouvriers chinois dans de graves conditions. Le procureur de Milan a demandé aux marques qui sont pour le moment présumées innocentes de fournir rapidement des documents sur leur chaîne d'approvisionnement, donc l'ensemble des étapes nécessaires pour confectionner leurs produits. À noter que d'autres maisons comme Dior, Tod's, Alviero Martini, une filiale d'Armani ou Loro Piana avaient déjà été épinglées. De leur côté, les défenseurs des salariés de la mode ont dénoncé des abus depuis des décennies. Selon la loi italienne, les entreprises peuvent être tenues responsables des infractions commises par les sous-traitants, ces entreprises engagées pour effectuer une partie du travail à la place de l'entreprise principale. Cinquième actu, la Défenseure des droits, une institution chargée de protéger les droits et libertés des citoyens et de veiller au respect de l'égalité, a alarmé ce jeudi sur l'augmentation des discriminations liées à la religion en France. Selon l'enquête menée auprès de 5000 sondés, 7% des personnes interrogées disent avoir fait l'objet de discriminations fondées sur la religion au cours des 5 dernières années, contre 5% en 2016. Parmi elles, un tiers des personnes musulmanes ou perçues comme telles disent avoir par exemple déjà subi des injures ou encore avoir eu des difficultés d'accès à l'emploi ou au logement à cause de leur religion. Selon le rapport, ces discriminations touchent particulièrement les femmes musulmanes qui portent un voile. Le
rapport cite également une importante augmentation des appels au 3928, le numéro dédié à la lutte contre les discriminations, de 53% entre mai et juin 2024. C'était au moment des élections législatives anticipées en France. Il s'agissait principalement de dénoncer des propos et comportements racistes, antisémites et islamophobes. La défenseure des droits appelle à une prise de conscience institutionnelle et dénonce, je cite, un phénomène trop souvent invisibilisé, voire banalisé, sous l'effet de discours stigmatisants visant certaines communautés religieuses. Et enfin, on termine avec cette actu, la présence d'Israël au concours de l'Eurovision 2026 a été confirmée ce jeudi par l'Union européenne de radiodiffusion qui organise la compétition musicale. Suite à l'annonce, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Irlande et la Slovénie ont affirmé boycotter le concours de chant. Ces pays avaient déjà demandé le retrait d'Israël du concours et menacé de ne pas y participer si le pays était présent. Ils mettent en cause les bombardements israéliens à Gaza et la crise humanitaire qui en résulte. Ce retrait de la compétition est aussi lié aux controverses autour du soutien public massif aux candidats israéliens lors des précédentes éditions. A l'inverse, certains États, comme l'Allemagne, soutiennent la présence d'Israël à l'Eurovision. De son côté, le président israélien Isaac Herzog s'est réjoui de cette décision, estimant que son pays mérite d'être représenté sur toutes les scènes du monde. Les diffuseurs ont jusqu'à mi-décembre pour confirmer s'ils participent à l'Eurovision 2026. La prochaine édition se déroulera en Autriche du 12 au 16 mai. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités. Alors pour tous les nouveaux, je pense que vous le savez, mais vous pouvez suivre ce format d'actu du jour directement en podcast audio. Ça vous permet de voir facilement nos nouvelles interviews. D'ailleurs, j'en ai sorti une cette semaine, une interview de George Clooney et Adam Sandler, et aussi nos actus culturelles. Alors pour suivre tout ça, eh bien vous tapez Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Podcast ou autre. N'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.